poison, 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 poison. Ça a entretenu une peur, mais viscérale et jusqu'au bout, de peur des maîtres de finir empoisonnés. Donc en fait, dès qu'ils avaient ils voyaient quelque chose de suspect se passer sur leurs habitations, il y avait le réflexe, ah ça c'est le poison, ça c'est un disciple de Macandal, donc il faut châtier, tuer le problème dans l'œuf et ne pas chercher à comprendre. Souvent ils ne cherchaient pas à comprendre, hein, c'est en frapper tout de suite. Alors le procès des sorciers et des empoisonneurs à cette époque-là conduisait à la peine qui était réservée à cette catégorie de délinquants, c'est-à-dire le bûcher. Il a été brûlé en place publique au Cap. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes à Toulouse. Nous sommes venus rencontrer monsieur Jean-Louis Donadieu, qui est historien, professeur d'histoire et également journaliste. Il a, il a participé au lancement de Reporters sans frontières. C'était dans une autre vie. Il a changé de vie depuis. Il écrit et il enseigne. Donc il a écrit un livre très important, un livre magnifique qui s'appelle L'ombre de Macandal. Alors c'est un roman, mais c'est également un livre d'histoire. Alors nous allons en parler avec lui. Bon, avant tout, bonsoir Monsieur Donadieu. Bonsoir. Alors comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon, je sors d'une heure de cours puisque je suis enseignant en lycée. J'avais ma classe de seconde et puis donc j'enseigne l'histoire et la géographie au lycée Ozen, comme vous l'avez dit, avec donc des secondes, des premières et des terminales. Donc mon travail d'historien, mon travail de recherche, c'est en parallèle. C'est en plus donc de mon enseignement, j'allais dire normal, hein, mais ça fait plusieurs décennies maintenant que je consacre une bonne partie de mon temps libre à faire des recherches sur l'empire colonial français, le premier empire colonial français, et en particulier sur Saint-Domingue qui allait devenir Haïti. D'accord. Alors, avant effectivement d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser peut-être deux questions sur votre parcours, parce que j'ai lu effectivement que vous avez vécu votre enfance au Bénin. Oui, absolument. Alors, ça s'appelait même le Dahomey à l'époque, hein, puisque ce pays a changé de nom en 1975. Moi, j'y ai vécu de 1970 à 1975. Je suis parti juste avant le changement de nom. Alors, il se trouve que mon père était coopérant, professeur de physique, et a participé à la création de l'université du Dahomey. Hein, et donc, on était là-bas, à Porto Novo pendant 2 ans, à Cotonou 3 ans ensuite, et scolarisé à l'école dahoméenne, béninoise. J'ai parfois encore du mal à dire Bénin. Pour moi, c'est Dahomey. Enfin, toujours est-il que, donc au CM1, mon maître d'école nous a appris l'histoire donc du Dahomey, de ses rois, l'histoire des grands empires africains, mais aussi la traite esclavagiste, mais aussi l'histoire des colonies françaises, et en particulier de Toussaint Louverture. Donc c'est pour moi d'abord un souvenir scolaire, et un souvenir scolaire qui a été vraiment très très fort. Hein, je l'ai toujours porté en moi, et une fois, enfin quelques décennies plus tard, quand je suis devenu enseignant, professeur d'histoire-géographie, j'ai été muté en Gascogne, dans le Gers, et il se trouve qu'au musée des Beaux-Arts de la ville de Mirande c'est 5000 habitants, au musée des Beaux-Arts de la ville de Mirande, il y avait une canne en gaillac qui était indiquée comme ayant appartenu à Toussaint Louverture et qui avait été donnée en 1975 par la dernière marquise de Noé, qui habitait le château de l'île de Noé, juste à côté, 5 km de Mirande. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le lien. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues, et puis j'étais étonné que ça ne soit pas mis en valeur, cette affaire-là. Ah ouais. Et on était en 2001. En 2001, c'est-à-dire 2 ans avant le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Et donc je me suis dit, allez, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai remué pas mal de monde, j'ai réussi à constituer une petite équipe et avoir donc l'appui de l'association locale du village de l'île de Noé, c'est 600 habitants. Okay. Ils ne connaissaient absolument pas cette histoire du lien entre le conte de Noé et puis Toussaint Louverture. Et donc, ça a été l'occasion de rappeler tout ça. Et donc, en 2003, il y a eu une grande exposition historique dans le château, ce spectacle sans lumière que j'avais écrit, et puis donc des festivités tout à fait importantes.
Désormais, l'allée principale du château s'appelle allée Toussaint-Louverture. Il y a eu l'inauguration d'une stèle et le préfet du Gers, chaque 10 mai, vient pour la cérémonie officielle de commémoration d'abolition de l'esclavage. Ah oui, et voilà, donc c'est marqué dans la pierre et la population a fini par adopter Toussaint-Louverture. Mais c'est extraordinaire tout ça. Donc si je comprends bien, vous avez découvert l'histoire de l'esclavage peut-être dans votre enfance en Afrique et Toussaint-Louverture, c'est vraiment dans la région de Gascogne et le conte de Noé aussi parce que on le sait. Il est dans le sillage. Il est dans le sillage. Et oui, disons que ça a été une raison supplémentaire pour vraiment secouer un peu cette léthargie, hein, parce que vraiment dans le coin, quand vous commenciez à parler de canne à sucre, d'esclavage, on vous regardait avec des yeux comme des soucoupes, parce que vous êtes au milieu des maïs et des canards, qu'est-ce que les Antilles ont à faire avec ça, hein? Il y avait une petite pièce de musée, mais c'est tout. Alors il se trouve que cette canne, hein, parce que c'est important de le dire, avait appartenu à Toussaint-Louverture, qu'il avait envoyé au comte de Noé quand celui-ci était en exil, émigré à Londres. Hein, et puis après, c'est resté dans la famille de Noé jusque, je vous dis, en 1975. Et c'était conservé au château. D'accord. Voilà, donc j'ai rappelé tout ça. Et puis de là, après, j'étais déjà professeur agrégé d'histoire, mais j'ai eu envie de faire une thèse sur le comte de Noé, parce que c'est un nom dans l'histoire de Saint-Domingue et d'Haïti, mais c'est juste un nom. Mais qui était le bonhomme? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que représentaient ses propriétés, etc., etc. Donc je me suis mis à faire des recherches pour aller au-delà de l'exposition de 2003, et ça a conduit à une thèse. Hein, j'ai fait ma thèse de doctorat d'histoire sur le comte de Noé. Ah, c'est très bien. Bon, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent, le comte de Noé, c'était le propriétaire de l'habitation Breda, là où serait né Toussaint-Louverture, et puis après les deux hommes ont entretenu quand même une relation, on va dire, presque intime. Hein. Donc, évidemment, je pense ça pourrait faire l'objet d'une émission assez passionnante, parce que je pense que c'est une figure qui est très peu connue, en Haïti surtout, hein, le comte de Noé, parce qu'il ne gérait pas personnellement ses habitations. Non. Voilà. Alors, il est venu à 2 reprises pour voir un peu les propriétés familiales, à un moment donné pour les redresser, mais enfin, il n'a fait que passer. Hein. Il était comme beaucoup de propriétaires, c'était d'abord un absentéiste. Hein. Il vivait de ses rentes ici en Europe. Et il donnait donc à un gérant, qui s'appelait Bayon de Libertin, hein, la gestion de ses propriétés. D'accord, très bien. Alors maintenant, passons à ce livre magnifique qui s'appelle L'ombre de Macandal. Alors, donc ce livre, d'abord, en fait, moi je ne vais rien en dire, je vais laisser à M. Donadieu le présenter. De quoi parle ce livre exactement? Alors, d'abord il faudrait dire ce que c'est. C'est un roman policier historique. C'est un roman policier historique et je pense avoir inauguré le genre du polar historique franco-haïtien, parce qu'il n'y en avait pas auparavant. Alors pourquoi, hein? D'abord, avant de parler du roman proprement dit, pourquoi j'ai fait ça? On s'aperçoit que la connaissance sur la société esclavagiste, depuis une 40aine d'années, a beaucoup progressé, mais ça a quand même du mal, toutes ces connaissances, ça a du mal à sortir du milieu des amphis, des sociétés savantes et des associations militantes, voilà, et des universités. Hein, et donc, comment faire pour toucher un public plus large? Celui qui ne fréquente pas les amphis, qui ne fréquente pas les bibliothèques, il faut faire du grand public, mais du grand public sérieux, agréable. Alors, moi, je ne sais pas tenir une caméra, je n'ai pas écrit de chansons ni de musique, je ne suis pas un cuisinier talentueux, par contre, je sais un peu écrire. Et donc, je me suis dit, il faut faire du roman historique, qui soit agréable, que ça ne soit pas un livre rébarbatif en grand 1, grand 2, grand 3, là vous faites fuir votre monde, mais que ça soit un roman, c'est-à-dire une histoire en tant que telle, mais que ce roman soit inscrit dans un cadre où là, les choses sont vérifiées. Donc il y a une double contrainte, hein, faire un scénario qui soit agréable, plus faire vraiment un travail d'immersion, faire en sorte que le lecteur s'y retrouve, ce soit un peu comme quand vous avez une caméra et que hop, vous plongez dans un décor, que le décor suggère bien ce qu'était la société esclavagiste de cette époque, à Saint-Domingue. Voilà, donc c'est ce qui vraiment m'a motivé, essayer d'écrire quelque chose
qui, mine de rien, sans l'air d'y toucher, puisse faire comprendre au lecteur que c'était une société dure, que c'était une société raciste, que c'était une société qui était basée sur l'esclavage et sur le rendement maximal, le profit, et en même temps une société beaucoup plus complexe qu'on le croit. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, j'ai pris le polar parce que vous connaissez peut-être la phrase « le diable se cache dans les détails ». Donc ça oblige à vraiment s'immerger dans le fonctionnement de la société et voir ses travers, ses défauts. Et il me semblait qu'en créant des énigmes, le lecteur irait encore plus loin dans l'immersion dans cette société. Donc, et ce livre parle effectivement, c'est un docteur qui s'appelle Docteur Gouzen, oui, qui est venu soigner des esclaves qui sont des gens qui sont morts dans une habitation. Et là, effectivement, il va être pris dans une enquête sur ces morts suspects par empoisonnement. Oui, je peux le dire. Alors, mais bien sûr, on va en parler et peut-être un petit peu. Mais je me suis dit, est-ce que, parce que vous avez vraiment présenté toute la société esclavagiste, vraiment la dureté de cette société, tout ça, rappelez pour nous l'importance économique de Saint-Domingue à l'époque, au XVIIIe siècle, pour la France. Ah, mais c'est colossal. C'est colossal. Déjà, si on veut considérer la simple population esclave dans l'ensemble de l'empire colonial français, Saint-Domingue, c'est presque les 2/3 de l'ensemble des esclaves des colonies françaises. Les 2/3, c'est énorme. Et la production donc du café, du sucre, de l'indigo, du cacao, etc., ça représentait le tiers des exportations de la France. Donc vraiment, c'était une poule aux œufs d'or. C'était énorme ce que les productions coloniales pouvaient apporter. Et sur ces 30%, Saint-Domingue, la partie française de Saint-Domingue, c'était 80% de ça. Donc c'était absolument essentiel pour l'économie française. Voilà. Alors j'ai pris un héros qui était un médecin, tout simplement parce que à cette époque qui était aussi ouverte, on vous parle des Lumières, qui, à Saint-Domingue, pouvait avoir ses entrées partout, qui puisse à la fois fréquenter les grands, les administrateurs, les grands propriétaires, mais aussi les esclaves, mais aussi les affranchis, mais aussi les nouveaux arrivés, qui soient blancs venant d'Europe et voulant faire fortune, et aussi des captifs qui sortaient donc de bateaux. Il n'y a pas 50 possibilités, donc j'ai pris un médecin, parce qu'un médecin, ça a ses entrées partout. Voilà. Et puis, en plus, comme c'est quelqu'un qui est scientifique, on ne va pas lui faire prendre les vessies pour des lanternes. Donc, ça va être quelqu'un qui va faire ses analyses, qui va peser le pour, le contre, et qui va effectivement donc mettre son nez là où parfois il n'aurait pas fallu. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, on découvre aussi la société de Saint-Domingue. Cette société était extrêmement hiérarchisée. Bien sûr. Oui, oui. Et voilà, comme la métropole d'ailleurs. Il faut bien voir qu'on était en Europe, pas qu'en France, on était dans une société d'ordre. Le clergé, la noblesse, le tiers-état. Et l'idée principale, c'était chacun à sa place. Et qu'on n'en sorte pas. Ceux qui ont créé cette société d'ordre en Europe l'ont transposée aux colonies, mais pareil, chacun à sa place et qu'on n'en sorte pas. Donc un esclave, il était là pour travailler se taire, point final. Et les propriétaires, ils étaient là pour diriger leur propriété, ou s'ils rentraient en métropole, payer un gérant chargé de faire tourner donc leur habitation en leur absence. Voilà. Et l'esclavage était héréditaire aussi. Complètement. Oui, il n'y avait qu'une façon de sortir de l'esclavage, admise par l'administration, c'était un affranchissement devant notaire. Il y a d'ailleurs une scène d'affranchissement où j'ai repris les formules de l'époque. Quand vous reprenez donc les actes devant notaire, les actes officiels d'affranchissement, les formules sont là. Il n'y avait que ça qui était reconnu. Sinon, prendre la tangente, être marron, c'était totalement interdit, ce genre de choses, bien sûr. Le modèle, c'était le blanc, c'est-à-dire que plus on se rapproche du modèle idéal, etc. Plus on est blanc, moins on a de sang noir, mieux c'est. Oui. Donc c'était cette hiérarchie aussi, c'était quelque chose de, comment on dirait, qui tenait aussi par le sang. Donc complètement. Ouais. Oui, absolument. Mais c'était, cela étant, même si on qu'on était octavon, qu'on avait 1/8 de sang noir, on était quand même infériorisé par rapport aux blancs entre guillemets purs. C'était comme ça. C'était une société qui était fondée sur le racisme, et on regardait, en fait, les ancêtres.
Hein, pour savoir si on était blanc pur, il fallait avoir des arrière-grands-parents qui étaient tous blancs. Dès qu'il y avait la moindre trace d'Africain dans une généalogie, on était de toute façon infériorisé. Voilà, alors oui, c'était une hiérarchie subtile et puis qui reposait sur rien de scientifique, bien entendu, mais c'était la hiérarchie de l'époque et elle a imprégné toutes les mentalités. Hein. Ça, c'est quelque chose qui était extrêmement pesant. Alors, et c'est très important parce que vous appelez cet ouvrage L'ombre de Macandal, parce que ça fait référence à Macandal, parce que l'histoire se situe quelques années après les événements de Macandal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, effectivement, pour ceux qui nous suivent, effectivement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quelques années avant avec ces Voilà, parce que si j'ai utilisé le terme de Macandal, enfin son nom, c'est parce qu'il a eu une telle réputation que 20 ans ou 30 ans après, on en parlait encore. Mais il était resté comme le modèle de l'esclave marron empoisonneur. Hein, et donc, surtout à ne pas imiter pour les esclaves, hein, et à pourchasser quand on était donc du côté donc des maîtres. Macandal était un esclave qui travaillait sur l'habitation Le Normand de Mézy au Limbé, qui à force de mauvais traitements et puis aussi un accident au moulin broyeur de canne, hein, il avait perdu un de ses bras, un jour a pris la fuite et donc il a eu cette réputation de se venger en empoisonnant les puits, en empoisonnant des fruits, donc à vouloir se venger de la condition d'esclave dans laquelle il avait été soumis et pour laquelle il avait perdu son bras. Bon, alors il faudrait peut-être un peu nuancer aujourd'hui, parce qu'il y a des travaux d'histoire qui nous montrent, des travaux d'historiens, en particulier un historien américain, John Garrigus, qui nous indique qu'il y a eu aussi des empoisonnements dus ou de la farine avariée, ou une contrebande de ce qu'on appelait le tasso, c'est-à-dire de la viande séchée de bœuf qui venait du côté espagnol, et qui a aussi causé des empoisonnements à la même époque. Donc, c'est difficile aujourd'hui, on a très peu de documents, de faire un peu la part des choses. Mais enfin, toujours est-il que le nom de Macandal, comme chef de bande de Marron, mais il va être chef de bande, va avoir une telle importance que c'est resté. C'est resté. Alors, un jour, il se fera attraper et il sera condamné à mort. Alors, le procès des sorciers et des empoisonneurs à cette époque-là conduisait à la peine qui était réservé à cette catégorie de délinquants, c'est-à-dire le bûcher. Il a été brûlé en place publique au Cap, début janvier 1758, si mes souvenirs sont bons. Et l'histoire nous dit que en fait, il n'est pas mort, il s'est transformé en oiseau et il reviendra un jour pour venger ses frères de race qui sont toujours en esclavage. Et donc, à partir de là, il va y avoir ce mythe qui va être entretenu. Hein, le livre Le Royaume de ce monde d'Alejo Carpentier a repris le thème en littérature, par exemple. Enfin, toujours est-il que c'est resté l'exemple de l'esclave empoisonneur, et puis surtout, ça a entretenu une peur, mais viscérale et jusqu'au bout, de peur des maîtres de finir empoisonnés. Donc en fait, dès qu'ils avaient ils voyaient quelque chose de suspect se passer sur leurs habitations, il y avait le réflexe, ah ça c'est le poison, ça c'est un disciple de Macandal, donc il faut châtier, tuer le problème dans l'œuf et ne pas chercher à comprendre. Souvent ils ne cherchaient pas à comprendre, hein, c'est en frapper tout de suite. D'accord. Donc du coup, il y a effectivement ce mythe de l'esclave empoisonneur, mais ça existait. Bien sûr. Dans quelle proportion? Est-ce que vraiment c'était une pratique courante? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Tout simplement parce que l'administration coloniale a eu la mauvaise idée de brûler beaucoup d'archives. Hein, parce que, paraît-il, que ça prenait beaucoup de place sur les rayonnages. Bon, en plus, il y a le problème. Ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, qu'un climat très humide abîme le papier. Bon, et puis après, il y a eu la Révolution, et la Révolution a conduit aussi à la perte d'un certain nombre de documents. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de procès d'esclaves qui ont tout simplement été brûlés. Et ça, on fait l'histoire qu'on peut avec les documents qu'on a, et hélas, on n'a pas grand-chose. Alors, je ne peux pas répondre à votre question, mais bon, ça a été une peur très largement fantasmée, mais il y a eu des cas. Il y a eu des cas quand même d'esclaves qui ont été pris en train de, en particulier, faire du commerce d'arsenic, qui était volé dans des réserves que pouvaient avoir des pharmaciens, par exemple. Bon, on a un ou deux exemples comme ça. Alors, pour
ce qui reste de procès, on peut par exemple voir cette énorme compilation qui s'appelle Loi et Constitution de Saint-Domingue de Moreau de Saint-Méry, qui a été donc un avocat en vue dans ces années-là. Et donc on a de temps en temps des éléments comme ça sur ou le poison ou des condamnations d'esclaves pour marronnage ou pour avoir commis des assassinats, des vols à répétition, etc. Mais c'est très peu. On ne peut pas avoir une idée large de tout ça. Ouais, même les profils non plus. Est-ce que c'était plutôt les marrons ou on ne sait pas trop? On ne sait pas trop. On ne peut pas savoir. Malheureusement, là, on sera bien obligé de faire avec. Il y a des bandes de marrons qui vont exister de tout temps, ça marronnait de tout temps, mais ils occupaient quelques secteurs, des secteurs ruraux en particulier. Il pouvait y avoir du marronnage en ville, mais c'était beaucoup plus individuel, et puis on se cachait parce qu'on avait la complicité de quelqu'un qui pouvait nous abriter dans une maison, dans un hangar, etc. Là, on peut pas, on n'a pas les éléments pour, ils ont disparu. Effectivement, parce que non, mais je vous pose la question parce que en fait, dans l'histoire qu'on enseigne dans les écoles haïtiennes, effectivement, on a enseigné cette histoire-là à partir de Macandal, effectivement, les esclaves marrons qui ont participé à la révolution haïtienne. Alors ça, oui. Oui, non, c'est exact. Voilà. C'est exact. Mais alors la proportion. Voilà, c'est ça. Alors. On sait en tout cas qu'il y a eu un chef des meneurs de la grande révolte de 1791 qui était marron depuis plusieurs années, c'est Jean-François Papillon et sa compagne. Ils étaient marrons depuis quelques temps, quelques mois sa compagne, et Jean-François depuis 1787, donc 4 ans avant. Il pouvait y avoir certainement même, mais là encore, gros point d'interrogation, des marrons qui ont dû être nourris, approvisionnés, soutenus. Quand ils s'approchaient des habitations, il pouvait y avoir des esclaves qui venaient avec un sac et leur donnaient une cassave ou je ne sais trop quoi. Il a pu y avoir ce genre de choses, et des réseaux de complicité pour abriter un tel ou une telle. Bon, il faut bien voir quand même que au moment de la grande révolte, ce sont surtout les ateliers qui se révoltent. C'est-à-dire les sédentaires, ceux qui n'ont pas marronné. Mais il y avait des liens. Alors le gros problème aussi, c'est qu'on est dans un monde oral, où il y a eu des interactions, des échanges. Malheureusement, mais comme il n'y a pas de traces écrites, on ne peut que faire des hypothèses à ce sujet. D'accord. Alors, mais pourquoi vous n'avez pas situé l'histoire de préférence pendant cette période bouillonnante de Macandal? Parce qu'après, ça va être pire. En fait, mais oui. Bon, Macandal, c'est un événement qui, à un moment donné, apparaît entre 1756, 57 et puis début 58. Après, ça se calme. Bon, il peut y avoir d'autres bandes, mais enfin, c'est comme ça, c'est sporadique. Par contre, moi, ce que j'ai pris comme fourchette, c'est parce que c'est un projet sur plusieurs livres. Je démarre en 1775, c'est-à-dire à la veille de la Révolution américaine, et je compte le mener jusqu'en 1791, au moment où la Grande Révolte va éclater. C'est-à-dire sur les années où on va voir vraiment la montée des tensions. Une révolte, ça n'arrive pas comme ça, par génération spontanée, il y a des raisons. Et vous avez des revendications de blancs qui veulent être autonomistes, qui veulent surtout maintenir un système qui fait leur richesse. Vous avez des libres de couleur, des affranchis, ou leurs descendants qui veulent faire leur place au soleil, parce qu'ils sont peut-être libres, ils exercent des professions qui sont tout à fait dignes, mais ils sont toujours infériorisés légalement par les élites blanches qui ne veulent surtout pas avoir en eux des égaux. Et puis, il y a les gros silencieux, les gros en nombre, la masse énorme des esclaves. Il faut bien voir que sur 20 ans, sur les 2 décennies précédant la Révolution haïtienne, le nombre d'esclaves à Saint-Domingue va en gros être multiplié par 2. Alors, en plus, c'est même plus concentré que ça, parce que la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique va troubler le commerce. Donc il va y avoir à un moment donné vraiment des grosses difficultés d'approvisionnement pour Saint-Domingue. Ça reprend vraiment avec la fin de la guerre. Et là, vous avez des arrivages massifs de captifs qui vont devenir esclaves. On va même en prendre dans la zone océan Indien.
Hein, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Hein. Vous allez avoir 1/10 des captifs qui arrivent dans la décennie avant la Révolution qui viennent de la zone du Mozambique ou de Madagascar ou des Indes ou des îles Mascareignes, hein, la Réunion ou Maurice. Enfin, toujours est-il que vous avez une intensification donc progressive des tensions. Et c'est un peu comme un tremblement de terre. Vous avez deux plaques qui sont là, qui sont antagonistes avec des forces contraires. Et à un moment donné, vous avez cette libération de force qui va conduire donc à la révolution. Mais encore faut-il l'expliquer. Donc, qu'on voit la montée des tensions. Donc, j'ai pris juste un peu avant la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, parce que là, on plante le décor. Et puis, dans les livres successifs, qui seront indépendants. Il y aura à chaque fois une énigme indépendante, mais il y aura cette montée des tensions que je vais montrer petit à petit, et en tout cas c'est le projet que j'ai. Et donc, puis un focus, un coup de projecteur sur un problème particulier. Là, c'était la question du poison. Le second, si on peut en dire juste un petit mot, je ne vais pas dire beaucoup, mais je vais me focaliser sur la question du rhum, hein, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très peu, mais il y a eu de gros progrès qui ont été faits dans la fabrication du rhum à cette époque-là. Voilà, oui, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, hein, ou qu'on connaît mal. Les premiers essais d'un ballon dirigeable aux Amériques, c'est à Saint-Domingue. Ah ouais. Ça a été fait par des Français en 1784, c'est-à-dire un an juste après les premiers essais de montgolfière en France. Juste après. Hein, il y a eu une société savante au Cap qui s'est montée en 1785, la Société des Philadelphes, qui était donc composée de ces grands planteurs ou de ces médecins, pharmaciens, enfin, hommes de science, qui, tout en étant esclavagistes, n'en étaient pas moins des scientifiques aussi, s'intéressaient au progrès de l'agriculture, au progrès de la médecine, dans l'intérêt bien compris de mieux soigner les esclaves pour qu'ils soient plus rentables, hein, c'est ça. Mais bon, il y a une société savante qui se monte comme ça, en 1785. Donc oui, il ne faut pas croire que c'était un monde qui était uniquement basé sur le profit. Il y avait aussi une vie intellectuelle. On a l'image aussi, parce que la plupart des propriétaires blancs, on nous dit que c'est des gens, vraiment, c'est souvent des gens qui étaient la plupart du temps dans la misère, en métropole et tout ça, qui avaient cet espoir de s'enrichir et qui sont partis dans la colonie pour s'enrichir. Oui, c'est vrai en partie. La majorité, ouais. Alors c'est vrai en partie, et en particulier après la perte du Canada et des Indes. Oui, effectivement, il y a eu pas mal de jeunes Européens qui sont arrivés, qui avaient un métier, mais un métier d'artisan, et qui effectivement vont être là pour d'abord exercer leur métier, et éventuellement, s'ils veulent devenir propriétaires terriens, s'ils ont cette ambition, il y a eu des cas. Hein. Mais sinon, les grands propriétaires, ceux qui avaient les sucreries, c'était souvent la noblesse. C'était souvent la noblesse. Le comte de Noé en est un. C'est un aristocrate. C'est un aristocrate. Mais alors justement, il naît là-bas, il naît à Saint-Domingue, et puis quand il a 12 ans, la destinée d'un aristocrate, c'était pas de rester à Saint-Domingue, c'était de faire son armée, de faire sa carrière militaire, et donc on laissait la plantation à un gérant. Voilà, et puis il prenait des nouvelles de sa propriété, regardait les comptes, à un moment donné ça va tellement mal aller qu'il va revenir d'ailleurs pour essayer de redresser les comptes. Donc en fait il y a une population blanche qui n'est pas uniforme, hein. Elle est très très disparate en fait, hein. Et les grands propriétaires de sucreries, ce ne sont pas les propriétaires de caféières, hein, c'est pas la même chose, et ce ne sont pas les artisans, les tonneliers ou les charpentiers qui étaient dans les villes. Je voulais savoir, c'est vrai que c'est un roman évidemment, mais c'est de l'histoire, en fait. Alors, c'est un prétexte. Alors, à quel moment, quand on lit ce livre, on doit se dire, effectivement, ça, c'est de la pure fiction, et effectivement, bon, tout concorde, hein, historiquement, mais c'est quoi, alors, à part les noms des personnages et tout ça, évidemment, c'est évident. Oui, alors, les noms des habitations aussi, hein, mais elles fonctionnent toutes sur le même modèle. Une habitation sucrerie, ça reste une habitation sucrerie. Il n'y avait pas 50 façons de faire du sucre. Idem pour le café. Alors évidemment, mon personnage principal, ses propriétés sont complètement inventées. Mais pour le reste, c'est vrai. Hein, c'est la façon dont on faisait, et puis les relations entre les gérants et les esclaves, le petit coup de rhum que l'on donne à l'atelier qui s'occupe de la récolte de café, mais c'est basé sur des faits réels, hein, et puis ça doit persister encore certainement, se prendre le petit coup de tafia. Bon, mais voilà, ce genre de choses, ça faisait partie de la vie quotidienne, c'est vrai. Alors, mais vous avez travaillé à partir de quel document? Oula, beaucoup de choses. Alors d'abord,
mes propres travaux, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à des documents de première main, des livres comptables, des lettres de gérants, donc c'est autant d'éléments. Et puis aussi, il y a des travaux pointus qui ont été faits depuis longtemps, hein. Les travaux de Gabriel Debien, par exemple, hein, qui a beaucoup travaillé sur ces habitations, et donc son livre, Les esclaves aux Antilles françaises, c'est une mine, hein, à ce sujet. Et puis il y a encore quelque chose de plus vieux qui date de 1909, de Pierre de Vessières, hein, Saint-Domingue, la société créole, pareil. Il y avait plein de choses, et donc on compile beaucoup, et ça permet justement de créer cette ambiance. Ok, très bien. Alors, on sait aussi que vous avez travaillé sur Toussaint Louverture, vous nous avez dit ça en off. Effectivement, vous avez rédigé une biographie de Toussaint Louverture. Je voulais savoir pour vous, effectivement, pourquoi d'après vous, Toussaint Louverture est un personnage important dans l'histoire de France aussi, pas que dans l'histoire haïtienne? Oui, absolument, et puis je tiens à la préciser. Ce que j'ai écrit là, c'est à la fois une histoire de Saint-Domingue devenue Haïti, mais ça fait aussi partie de l'histoire de France. Et c'est une histoire méconnue, et j'ai écrit pour un public qui, bon, ne fréquente pas les amphis, mais qui aime bien l'histoire, et qui va, comme ça, découvrir cette histoire commune, partagée, à la fois tragique, mais aussi avec ses grandeurs. Alors, parmi les personnages qui sont immenses, ben, vous avez Toussaint Louverture, bien sûr, hein. Alors, je vous dis, c'est d'abord un souvenir scolaire, et puis, ben, c'est quelqu'un qui est parti de tout bas, c'est un esclave, qui va avoir la chance d'être affranchi, et puis alors c'est sur le tard de sa vie, il a une cinquantaine d'années quand ça arrive, mais arrive la Révolution, et il va s'en saisir pour faire la carrière politique que l'on connaît, au point de devenir à un moment donné le maître incontesté de Saint-Domingue. Voilà, c'est quand même pas rien que de partir de tout en bas de l'échelle et d'arriver à être le gouverneur à vie de ce qui était la colonie la plus riche du monde avant la Révolution, quand même. C'était le premier producteur de café et de sucre au monde. C'est pas rien, hein. Et puis, de tenir tête à Bonaparte. Hein, c'est justement ce qui va le conduire à sa perte. C'est que Bonaparte était un jacobin, il vivait en France. Pour lui, les ordres devaient venir de Paris, et certainement pas de ce vieux qui était de l'autre côté des mers. Hein, un des deux était de trop sur la Seine, hein, donc il va envoyer l'expédition militaire que vous connaissez, qui va certes arrêter Toussaint Louverture et l'envoyer au château de Joux, mais qui va finalement se fracasser parce que le rétablissement de l'esclavage, c'était tout simplement inadmissible pour une population qui n'avait que trop souffert de ça. Alors, je voulais savoir, alors, par rapport au comte de Noé, c'est très important parce que je rappelle encore que le comte de Noé, c'était le propriétaire de l'habitation Breda. Oui, voilà. Alors, propriétaire en partie, hein, parce qu'en fait, c'était une propriété, ils étaient 4 cousins. Ah, d'accord. Ils étaient 4 cousins sur l'habitation Breda. Hein, donc, il en avait un quart en tant que tel. Mais il a eu une relation un peu particulière avec Toussaint Louverture. Ouais, c'est la question que je voulais vous poser parce que on dit qu'effectivement, à un moment donné de sa vie, il était devenu presque pauvre, désagenté. Donc, Toussaint l'a aidé, Toussaint l'aurait aidé. Ah, mais c'est très probable. Le comte de Noé, en exil, il est à Londres, on est en 1799, il n'a plus rien, ou pratiquement plus rien pour vivre. C'est à l'époque où Toussaint Louverture devient l'homme qui monte à Saint-Domingue, et donc il va lui écrire simplement pour lui demander un service, en lui rappelant que 30 ans plus tôt, c'est le comte de Noé qui avait rendu un service. C'était lequel? Et c'est lui qui l'avait affranchi? Alors, il ne pouvait pas directement parce que il n'en était pas propriétaire. C'était à cette époque-là l'oncle Breda, l'oncle de Toussaint, du comte de Noé, qui était le propriétaire. En revanche, on sait que après son séjour à Saint-Domingue, le comte de Noé va passer à Paris, là où vivait l'oncle, et probablement a dû plaider sa cause, parce que Toussaint, qui était encore esclave, va rendre un service. Il y avait la rumeur, là encore, que les bêtes des mulets de l'habitation Breda étaient empoisonnées. En tout cas, le gérant de l'époque ne jurait que par ça. Poison, 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 poison. Le comte de Noé va diligenter une mission de médecins et de pharmaciens et de vétérinaires qui va venir. Toussaint, qui avait la réputation de soigner les animaux. Alors là, on est dans l'hypothèse, on n'a aucun élément, mais enfin, a certainement dû montrer les animaux en question, hein, et les médecins et vétérinaires ont conclu que finalement c'était une maladie épisodique, c'était une maladie animale, mais c'était absolument pas le poison. Et résultat, le
le gérant qui brandisait la chicotte, qui menaçait vraiment des pires sentences l'atelier, va être renvoyé par le propriétaire, donc monsieur de Bréda, qui vivait à Paris, pour être remplacé par Bayon de Libertin, qui sera très proche de Toussaint. Et donc il est fort probable que le comte de Noé, racontant toutes ces histoires à son oncle, a dû lui dire, tu sais, l'esclave Toussaint, là, le petit bonhomme, il a été intéressant, il nous a montré ce qu'il fallait, et les médecins ont conclu que c'était une épizootie, pas du tout du poison, donc ça serait bien de faire un geste. C'est le scénario que je suppose. On n'a aucune preuve. Enfin, toujours est-il que début 1776, Toussaint devient un libre, c'est l'expression de l'époque, sous le nom de Toussaint Bréda. Voilà. Donc on est juste à l'époque, c'est un peu dommage, où les affranchissements qui étaient faits devant notaire n'étaient pas encore envoyés en double. La copie de l'acte n'était pas encore envoyée en double en France. Ça n'arrivera qu'officiellement qu'à partir de 1776. Toussaint libre, c'est juste un peu avant, donc on ne sait pas. Mais ça, c'est le scénario probable. Toujours est-il que, pour en revenir à notre comte de Noé, à Londres, dans les brumes anglaises, il était donc dans la disette, et il écrit clairement, on a retrouvé la lettre, vraiment il le suggère, il rappelle qu'il y a rendu un service il y a pas mal de temps, et là il lui demande d'envoyer soit des sous, soit des sucres qu'il pourrait lui-même vendre. Il lui donne le nom d'un négociant à Kingston, en Jamaïque, pour faire la transaction, et voilà quoi. C'est comme ça qu'il a pu tenir. Et puis il y a aussi une raison autre qui peut l'expliquer, c'est que la révolution haïtienne, c'est la ruine des grands planteurs blancs. Or, donc Noé, a priori, n'aurait eu que des raisons de maudire le chef de cette révolution. Or, c'est pas du tout ça. La famille Noé n'aura que des raisons de se louer, de remercier Toussaint Louverture et de porter son nom très haut. Même après la mort du comte de Noé. Oui, le fils, qui sera pair de France à la suite de son père, il va louer très haut le nom de Toussaint Louverture. Et il y a cette canne en gaillac, désormais donc déposée au musée de Mirande, qui sera conservée pendant des décennies au château de l'île de Noé. Alors je suppose, hypothèse, parce qu'on n'a aucune trace, que cette canne est venue en même temps que le sucre ou les sous que Toussaint Louverture a fait parvenir au comte de Noé. C'est possible. De même qu'il a aidé la sucrerie Beauharnais à Léogane à se reconstituer. Joséphine de Beauharnais, épouse de Bonaparte, a été très sensible au fait que Toussaint Louverture ait permis à cette sucrerie de repartir. Wow. Et oui, ça fait des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que Toussaint était toujours dans le discours de l'indépendance-association. Enfin, il n'a jamais parlé d'indépendance, mais en tout cas, de fait, il était autonome, il se prenait ses décisions, mais il ne voulait pas de rupture. Bon. Puis Bonaparte va regretter plus tard d'avoir envoyé l'expédition Leclerc en disant j'ai fait une gaffe, j'aurais mieux fait de m'associer avec Toussaint. Bon, on ne refait pas l'histoire. Par contre, on peut en parler, et ça serait bien qu'ici en Europe en particulier, on en parle davantage, parce que la révolution haïtienne, c'est la sœur de la révolution française. Alors après, on peut toujours pinailler. Est-ce que c'est la sœur cadette ou est-ce que c'est la sœur jumelle? Toujours est-il que ces événements sont beaucoup plus liés qu'on ne le croit. Voilà, et merci Monsieur Donadieu pour ce bel échange. Et je rappelle ce livre magnifique, ce roman historique qui est aussi un polar historique, L'ombre de Macandal. Je vous conseille vraiment vivement ce livre. Vraiment, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas les livres d'histoire, un peu donc ça c'est un roman, c'est captivant, et puis vous allez adorer. Merci encore, Monsieur Donadieu. C'est moi, merci beaucoup. Ici à Toulouse, dans votre lycée quand même. Oui, c'est ça. Eh bien oui. Et puis donc, je vous donne rendez-vous pour le tome 2. Merci, on l'attend avec impatience. Merci. Merci beaucoup à vous qui allez regarder cette émission, et au revoir, à bientôt.